La stratégie en e-commerce la plus rapide pour passer de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ce que tu as à l'écran dès maintenant, c'est les résultats d'élèves que j'ai accompagnés depuis février. C'est même pas mes résultats à moi, c'est les résultats de personnes que j'ai accompagnées qui partent de zéro sans aucune compétence. Mis à part le fait qu'ils ont pris la formation de Naomi il y a quelques mois auparavant de prendre mon accompagnement, mais ça part quand même de zéro. Et là, on va bientôt faire 100 000 euros sur le dashboard Shopify. Je te parle même pas de faire la même chose, je te parle de faire 10 fois moins, 10% de ça, avec la même stratégie, et tu pars du même niveau que eux. Donc autant te dire que si tu suis la stratégie que je vais t'expliquer dans cette vidéo, tu vas y arriver. Ça va demander beaucoup de boulot, ça va pas être facile. C'est une stratégie que tu n'as jamais entendue sur le marché francophone parce que tous les vendeurs de rêves ont la même stratégie, et c'est d'ailleurs pour ça que tu n'as pas de résultat. Si tu fais la même chose que 99% des gens, tu auras le même résultat que 99% des gens. Donc rechercher son produit sur Minea, créer son site sur un thème down et ensuite tester sur Facebook Ads ou TikTok Ads sur 3 jours avec 50 euros de budget par jour en reprenant les créas de tes concurrents, il y a de grandes chances que ça marche plus parce qu'on n'est plus en 2017. Et je vais t'expliquer tout ça durant cette vidéo. Je t'ai préparé une énorme mind map que je vais t'offrir à la fin de cette vidéo. Tu as juste à rester jusqu'à la fin, attache ta ceinture parce qu'il y aura beaucoup de valeur et si tu n'apprends rien, je te rembourse. Donc, comment générer tes premiers 10 000 euros en tant que débutant, bien entendu, parce que moi je parle uniquement aux débutants. Donc si tu es avancé, si tu veux une Lamborghini dans 90 jours, si tu veux toutes ces choses-là, tu peux partir. Je ne te parle pas. Je parle juste à ceux qui ont envie de monter en compétences, maîtriser le métier qu'est l'e-commerce, parce que oui, c'est un réel métier, et qui ont envie de réussir sur le long terme, et qui ont envie de créer leur première marque à succès. Je parle uniquement à ce genre de personnes. Donc finalement, il va falloir suivre un chemin. Et tout ce chemin, on va le décrypter durant cette vidéo. C'est un peu comme une randonnée. Je vais être votre guide. Parce que ce chemin, ça fait depuis 3 ans que je le fais. Et je l'ai fait avec plus de 450 personnes. Donc je le connais suffisamment bien. Et surtout que je l'emprunte tous les jours. On va commencer par la recherche produit. Et à chaque fois, je vais te dire la deadline. Combien de temps à peu près. Ça dépend de chaque personne et combien le niveau d'intensité que tu mets dans la création de ton business. Combien de temps ça va te prendre pour atteindre tes premiers 10 000 balles. Même s'il y a une part de hasard. Donc ça va jamais être ultra précis. Vous m'excusez pour le setup de cette vidéo. La douane m'a pris mon bras de micro, donc visiblement mon support c'est un truc d'œuf. Donc vous m'excusez un petit peu pour le setup du moment que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien et surtout que vous voyez mon écran parce que c'est le plus important. Let's go. La recherche produit. Donc ça c'est la première étape. Je ne vais pas aller sur l'aspect mindset. Je pense que tu es assez intelligent pour comprendre que l'e-commerce des fois il faut être patient, il faut persévérer. Enfin bref, voilà, tous ces trucs de mindset, tu les connais déjà, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment réussir ta recherche produit? Alors j'ai mis 14 jours maximum parce que le produit c'est 90% de ton succès, surtout quand tu es débutant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les leviers nécessaires pour faire en sorte que même si tu as un produit qui est bof, le marketing est suffisamment bon. C'est-à-dire le levier financier. Une marque qui dépose 2 millions d'euros sur la table dès les premiers jours, forcément avec n'importe quel produit ça va marcher. Je ne pense pas que tu as ce levier-là financier qui pourrait te permettre d'actionner des choses en marketing. Deuxièmement, le levier des compétences. Tu n'as pas les compétences en marketing, les skills en marketing pour pouvoir y arriver. Et tu n'as pas l'équipe, la team, les personnes qui t'entourent avec qui justement tu pourrais déléguer tout ça. Ces 3 leviers, généralement, même si tu as un produit qui est un peu merdique, tu peux faire du chiffre. Tu n'as pas ces 3 piliers-là. Donc le produit reste une part ultra importante de ton succès. Donc la recherche produit, il faut y mettre du sien. Disclaimer, le produit gagnant n'existe pas, du moins n'existe plus. On n'est plus en 2017, on est en 2025 à l'heure où je fais cette vidéo. Peut-être tu vas la regarder en 2026 ou 2027, j'espère, parce que je pense qu'elle va être intemporelle avec la valeur que je vais te donner. Donc, l'e-commerce a changé, le football a changé. L'e-commerce a changé parce que les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Forcément, quand tu consommes et que tu te fais arnaquer chez des dropshippers, à un moment donné, tu prends un coup, donc tu fais plus attention. Donc les consommateurs sont exigeants. Surtout, pardonnez-moi pour le... J'ai un peu bavé. Pour... Ouais, donc les consommateurs sont plus exigeants sur le marché français. La concurrence a augmenté, donc elle est de plus en plus hardcore finalement. Donc ça devient de plus en plus dur. Et en plus de ça, les budgets publicitaires ont augmenté. Donc finalement, ça devient plus compliqué de faire de l'e-com. Pourquoi le produit gagnant n'existe plus? Alors déjà, qu'est-ce que c'est le produit gagnant? On appelait ça le produit gagnant à partir du moment où c'était uniquement le produit qui se vendait. Même si tu avais des publicités merdiques, même si tu avais un copywriting merdique, même si tu avais un site merdique, même si tout était nul à chier, du moment que tu avais un bon produit, ça se vendait. Donc à partir de là, c'est le produit qui fait le succès, donc il faut qu'on trouve des produits gagnants. Sauf qu'au fur et à mesure, ça n'a plus été le produit, mais ça a été tout l'écosystème que tu vas créer autour du produit, tout l'écosystème qui va graviter autour de celui-ci, qui va donner envie d'acheter.
Donc on ne parle plus de produits gagnants. Moi, j'aime bien appeler ça un écosystème gagnant à partir de maintenant que tu dois créer. Donc ça n'existe plus. Donc on ne va pas aller le chercher. Les méthodes de 2020 sont saturées et périmées. On arrête les Minéa, on arrête les Pipi Ads, on arrête les TikTok Memibait, on arrête les AliExpress. Je le dis parce que je sais très bien que la majorité, vous continuez à utiliser ces outils-là. Ou en tout cas, vous les entendez au quotidien. Mais faites attention, les gourous qui vous disent d'utiliser ces outils-là ne font plus d'e-commerce. Ils sont plus sur le terrain. Et énorme respect à Yomi, à Marcus Lawrence ou quoi que ce soit, à Jonathan Icom, ils n'ont plus de boutique, ils n'ont plus d'intérêt à le faire. Ils gagnent beaucoup plus en vendant des formations qu'en étant dans les tranchées. Sauf que des personnes comme moi qui sont sur les tranchées à longueur de temps, que ce soit avec mes propres marques ou avec les projets des élèves que j'accompagne, non, ça ne marche pas, Minéa, etc. Pourquoi? Parce que tout le monde l'utilise. Donc même si tu mets tous les paramètres que tu veux, si tu vas là où il y a tout le monde, tu vas ressortir avec les mêmes résultats que tout le monde. C'est-à-dire zéro, parce qu'on sait très bien que la majorité des gens, ils galèrent en e-commerce. Donc il faut trouver des méthodes, il faut avoir une vision différente de 99% des débutants. C'est le but de cette vidéo. Donc ça, c'est ciao. Et on va prendre des exemples concrets. Justine Hutto, elle a créé Respire en 2018. Depuis, elle a fait 50 millions. D'où je sors ces chiffres, ChatGPT, Gemini, et puis, bon, tu fais tes propres recherches, tu vas avoir les mêmes résultats que moi. Naali, marque de compléments alimentaires à base de safran pour calmer l'anxiété. Depuis 2022, ils ont fait 20 millions d'euros. Uniquement sur le marché français. Oui, on ne va pas lancer des projets au Mexique, au Danemark. Il faut arrêter aussi cette mentalité de dropshipper, de pirate. Tu es français par défaut. Chaque culture est différente dans sa façon de consommer, dans sa façon de marketer. Va sur le marché français. Des marques comme ça, elles brassent énormément. Le marché français, c'est le marché francophone. C'est la Suisse, la Belgique, la France et une partie du Canada. Ça fait 100 millions de personnes. Va sur ce marché-là. Parce que par défaut, c'est naturel pour toi de savoir, de comprendre finalement les consommateurs, etc. Donc va sur quelque chose qui va faciliter ta première aventure pour aller chercher tes 10 000 euros le plus facilement possible et aussi le plus rapidement possible. On enlève le facile. Boku, avec William Montagu, 18 millions d'euros depuis 2023. Ces marques-là, clairement, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à 8 chiffres par an. Jamais de la vie, elles se sont lancées sur d'autres marchés. Elles sont toujours sur le marché francophone. Donc vraiment, il y a énormément de marge avant que toi, tu penses à un autre marché. C'est quoi le point commun entre ces trois marques-là? Eh ben, c'est que les fondateurs, ils sont passionnés par leur projet. Mais ils ont un niveau de passion qui détruit toute concurrence. Et en fait, quand tu es passionné par ce que tu fais, tu es heureux. Et quand tu es heureux, tu es productif. Ça, c'est la science. Ce n'est pas Sofiane Kasmi, Jojo le Clodo qui est en train de vous le dire. C'est la science noir sur blanc qui vous le dit, qui vous le prouve. Quand tu es heureux, tu es productif. Quand tu es productif, forcément, tu avances plus vite que tes concurrents. Ton avantage concurrentiel numéro 1, ce n'est pas ton produit, c'est toi, le fondateur. C'est la passion que tu vas avoir envers ton produit. Plus tu es passionné, plus tu es productif. Et même si tes concurrents ont plus d'argent que toi, tu vas les doubler à un moment donné avec la passion que tu as envers ton projet. Parce que tu vas vouloir bosser beaucoup plus que eux, parce que tu ne vas pas compter tes heures, parce que tu vas avoir des idées, parce que tu vas prendre des décisions qu'ils n'osent pas prendre. Donc sois passionné par le produit que tu vends. Va sur une niche qui te passionne. Comment trouver une niche qui te passionne? Si jamais tu penses que tu es passionné par rien, va sur Instagram et va dans la petite loupe, la barre de recherche entre guillemets. Et tu vas voir ton feed Instagram, c'est de l'algorithme, donc il sait très bien ce que tu aimes parce que c'est par rapport à ce que tu likes, ce que tu regardes, etc. Donc s'il y a des contenus de foot, d'argent ou quoi que ce soit, ça veut dire que c'est tes centres d'intérêt. Et va sur tes centres d'intérêt. C'est beaucoup plus facile justement pour trouver un produit qui te passionne. Va pas sur un bout de plastique AliExpress à 2 euros qui n'a aucune valeur. J'ai investi 14 000 euros dans un programme de coaching e-commerce de Davy Fogacci. Il a généré plus de 850 millions de dollars depuis je ne sais pas combien d'années. Il est australien, il fait partie des top fortunes d'Australie, majoritairement créé avec l'e-commerce, sa fortune. Donc c'est un monstre. Je pense que c'est le gars numéro 1 dans l'e-com dans le monde qui a généré autant d'argent. Et en plus de ça, qui a le temps pour faire du coaching, etc. C'est surtout ça. Bon, déjà, le ticket d'entrée. Pour rentrer, il faut que tu aies une marque qui fasse minimum 50 000 et il faut que tu aies 14 000 euros à dépenser. C'est pour ça que moi, ça me fait rire quand je vois des gens qui bégayent à ne serait-ce qu'investir sur eux 500 euros. Bon, tu as encore du chemin pour devenir un très bon e-commerçant. Mais ça commence par là. En suivant justement son accompagnement, et même moi avec mon expérience en e-com et les élèves que j'ai pu accompagner, il y a 5 critères qui définissent un produit à succès. Le premier, c'est la valeur perçue et le désir de ton produit. Donc, il faut que ton produit, il doit combler un manque. Et en fait, n'importe quel produit sur Terre comble un manque. Ça peut être une douleur, ça peut être un désir ou quoi que ce soit. Un t-shirt, ça comble un manque.
Tu as envie de t'acheter un vêtement, tu désires acheter un vêtement pour être plus beau, pour avoir une meilleure tenue, etc. Décidément, je fais que de cracher. Il y a plein de poussillons, excusez-moi. Mais du coup, ça comble un manque. Tu vends une bouteille d'eau, ça comble un manque. Tu as soif, donc tu manques d'eau, donc ça comble un manque. N'importe quel produit comble un manque. Il faut que toi, tu sélectionnes un produit qui comble un manque fort chez le client. Ce manque-là, chez le client, il n'a toujours pas réussi à trouver une solution et ça lui crée vraiment, mais très profond, une douleur. Une douleur, une frustration ou quoi que ce soit. Il faut que ton produit, il crée une projection. Il faut qu'il y ait une transformation. Il y a un avant-après entre le jour 1 et l'utilisation de ton produit, le avant ton produit et après ton produit. Grâce à cette transformation, ça va être plus facile pour créer le gap de regarde, à l'heure actuelle, c'est ta situation et ta situation désirée, c'est celle-ci. Le gap entre les deux, le véhicule qui va te permettre d'aller de ta situation actuelle à ta situation désirée, c'est mon produit. Et c'est pour ça qu'il faut que ton produit il crée une projection, une transformation. Okay, c'est ultra important. Donc par exemple, tu ne vas pas vendre, qu'est-ce que je pourrais dire, un étui de lunettes. Ça ne crée pas une transformation de mettre des lunettes dans un packaging. Par contre, ça crée une transformation si tu vends une lampe qui fait de la lumière verte et qui permet de soulager les douleurs de migraine. Parce que tu passes de migraineux à aucune solution, enfin de migraineux qui a aucune solution à un migraineux qui a enfin trouvé la solution, qui va mieux et du coup qui a moins de douleur au quotidien à cause de sa migraine. Donc il est en train de revivre. Il y a un avant-après. Alors, ensuite, putain, je suis en train de me dire comme quoi cette vidéo a tellement plus de valeur que des formations payantes à 1500, à 2000. Honnêtement, elle mérite d'être payante cette vidéo. Donc profites-en et prends des notes. Fais en sorte d'avoir un produit sur lequel il y a une efficacité rapide. C'est-à-dire qu'il faut que ton produit, on n'attende pas 2 semaines avant de commencer à avoir les premiers résultats. Le mieux, c'est quand il y a un effet waouh, c'est quand il y a des résultats instantanément. Que ça soit dans ton contenu, sur ton site ou même durant l'utilisation dans l'expérience cliente, il n'y a rien de mieux qu'un client qui directement ressent les bénéfices de ton produit. Parce qu'en fait, la première impression, c'est le plus important. Et quand sa première impression, c'est directement des résultats, tu peux être sûr que le bouche à oreille, la récurrence ou quoi que ce soit, c'est insane. Et avoir un produit qui est original, viens pas avec un bout de plastique qui a déjà été vu et revu depuis des années en magasin physique et qui a déjà été vendu par des milliers de dropshippers. Genre, t'arrives avec le même design, le même produit, c'est chiant. Il y a de grandes chances que, bon, ça fonctionne pas. Tu peux vendre quelque chose qui a déjà été vu et revu, du moment que tu arrives avec une manière de le marketer qui n'est pas vue. Parce que très généralement, ce qui est vu et revu, c'est la manière de marketer un produit. C'est les mêmes angles marketing mis en avant, c'est les mêmes promesses, c'est les mêmes visuels. Tu peux très bien faire renaître un produit avec une nouvelle offre, des nouveaux visuels, quelque chose de nouveau. Ça, c'est possible. Ok, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ton produit, il faut qu'il soit mainstream, c'est-à-dire qu'il faut qu'il parle à beaucoup de monde. Parce qu'il ne faut pas que tu te restreignes à une cible qui représente 100 000 personnes. Parce que rapidement, tu vas atteindre un plafond de verre, tu ne pourras plus trouver de clients. Donc, tu ne vas pas pouvoir créer une marque sur le long terme. Donc, il faut que ta cible soit assez large, mais pas trop non plus. Parce que sinon, tu peux vite tomber dans le message trop générique. Et quand tu veux parler à tout le monde, tu parles à personne. Hier, il y a justement quelqu'un qui m'a envoyé sa boutique. Et il fait une boutique dans la niche des chiens, mais il vend des harnais, des colliers, et c'est très généraliste. Non, ça ne marche pas. T'es débutant, il faut que ça soit précis. Par exemple, tu t'adresses uniquement aux chiens âgés qui ont plus de 10 ans. Là, déjà, c'est un peu plus précis. Okay, donc, c'est important aussi dans ton produit que tu cibles un client qui a un problème précis et un type de client précis, qui a une tranche d'âge, etc. Tu vois, au moins, c'est beaucoup plus facile pour que le client s'identifie à toi. Troisièmement, avoir un plan économique qui est solide. Comme je te disais, forcément, il y a de plus en plus de marques, il y a de plus en plus de concurrence. Donc, il faut que vraiment tu fasses de l'argent à chaque commande. Arrêtez de vendre des produits 20 balles. Arrêtez de vendre des produits à peine 40 balles. Oui, mais je le touche à 5 euros, du coup, je fais pas mal de marge. Tu fais pas mal de marge en pourcentage, mais tu fais très peu de marge en euros. Tu te mets à peine 35 euros dans la poche, par exemple. Dans ce cas-là, si tu le vends à 40 balles et que tu le touches à 5 euros. C'est pas beaucoup. Je préfère faire moins de marge en pourcentage, mais en tout cas rentrer plus d'argent. Par exemple, je vends un produit 100 balles et je le touche à 20. Certes, je fais du x5, c'est moins que le toucher à 5 et le vendre à 40, mais par contre, je fais 80 euros de marge en euros qui rentrent dans ma poche. Donc, je fais plus d'argent à la fin de la journée que toi. Donc, si on a le même nombre de clients, bien sûr, hein, nombre de clients égal.
Donc c'est pour ça qu'il faut aller sur marge brute 75% et prix de vente 70 euros. On a cette croyance limitante de penser que plus on vend cher, plus ça va être compliqué de vendre. Les clients les plus chiants du monde sont les clients pauvres, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, même 1 euro pour eux, c'est sacré. Donc ils vont vraiment réfléchir sur chaque euro dépensé. Un riche ou quelqu'un de la classe moyenne qui a quand même de l'argent, enfin 70 euros, il sait qu'il encaisse 2000, 2005, 3000 euros par mois. Donc 70 euros, c'est pas la fin du monde pour lui. Il n'est pas sur l'euro sacré. Alors qu'un pauvre aussi. Et quand tu veux un produit à 20 balles, généralement, tu attires les gens pauvres qui ont envie de chercher les meilleures offres, en tout cas les offres les moins chères. Donc c'est pour ça que vendre 70 euros, faut que tu enlèves cette croyance limitante. Tu peux faire plus d'argent même, tu peux plus vendre qu'à vendre un produit 20 balles. Et en plus, la valeur perçue de ton produit augmentera parce que du coup, c'est dire qu'il y a de la valeur derrière ton produit. Avoir un produit qui est efficace rapidement, comme je te disais tout à l'heure, avec un effet waouh, c'est-à-dire un produit qui est sexy, un produit qui est joli, un produit qui donne envie, ça joue énormément. Je te mets un tout petit chaton, mais je t'en mets un dégueulasse à l'écran versus un qui est super mignon, je peux t'assurer que ton regard, il va se porter sur celui-ci. Parce que quoi? Il est mignon. Et la mignonitude, ce critère-là, il est ultra important dans le marketing d'avoir quelque chose de sexy, un site qui est sexy, une marque qui est sexy, un logo qui est sexy et un produit qui est sexy. Ton client, il doit sentir quelque chose dans les 10 premières secondes, c'est ce qu'on disait. La récurrence, ça c'est optionnel, t'es pas obligé. Les 4 premiers critères, franchement, t'es obligé. Si t'en as un qui est pas bon, c'est là où c'est bien d'avoir un coaching, c'est que du coup, tu as un coach qui a de recul, qui peut te dire si vraiment c'est bien ou pas. Et moi, c'est clairement comme ça. Si jamais tu es intéressé par mon coaching, check le lien qui est en bio et on se fait un appel ensemble. C'est gratuit, c'est offert et on parle de ta situation. Je t'apporte de la valeur. Et si on s'entend bien humainement qu'il y a un truc et que je peux t'accompagner, let's go. On met les choses en place. Par contre, je t'explique. C'est réussir ou mourir. Il est hors de question que tu sors de cet accompagnement sans résultat. Il est hors de question que ton retour sur investissement soit négatif. Il est hors de question que juste tu ne sois pas satisfait de ton aventure. J'ai 81% de taux de succès, 100% de taux de satisfaction. C'est pas demain la veille que ça va baisser. Donc si vraiment tu es chaud, let's go, check le lien en bio. Donc ces 4 critères-là, il faut qu'ils soient ouverts. Et ça, s'il est ouvert, c'est mieux, c'est pas grave s'il ne l'est pas. Mais de la récurrence, c'est un énorme levier sur le long terme parce que tes clients, ça ne te coûte rien pour que finalement ils rachètent tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Donc c'est cool. Exemple typique de bon versus mauvais produit qui répond à ces critères. Un dispositif nasal à base de lumière rouge qui permet de calmer tout ce qui est allergie au pollen, tout ce qui est sinusite et tout ce qui est rhume, par exemple, avec de la luminothérapie. Ce qui est bien, c'est que du coup, si on reprend ça, bon, je ne sais pas combien est le produit, mais je pense que tu peux faire 75% minimum. À mon avis, un produit comme ça, tu le touches à 5-10 euros. Tu peux le vendre 50 euros largement. Et avec des offres, tu peux monter un panier moyen à 65-70 balles. C'est un produit qui parle à beaucoup de monde, mais c'est précis. C'est les gens qui ont souvent des rhumes, des allergies au pollen ou des sinusites. Mais c'est large ce nombre de personnes-là. Donc c'est bien. Ensuite, tu as un produit qui comble un manque fort. Bah oui, les gens qui n'ont pas de solution à leur rhume, à leur sinusite, à leur allergie, parfait. Ça crée une projection. Il y a un avant-après. Avant, quand tu étais tout le temps enrhumé et que tu collectionnais les mouchoirs pleins de morve. Après, il n'y a plus de mouchoirs. Tu fais des économies parce que tu n'as plus besoin d'acheter des paquets de mouchoirs tous les 4 matins. Et tu as un produit qui fonctionne et c'est naturel. Et tu as une efficacité rapide. Bon, ça, je ne sais pas, mais peut-être que oui. Donc là, tu as un bon produit pour le coup. Là, tu as un mauvais produit. Genre, en gros, c'est une boîte qui permet de mettre tes compléments alimentaires dedans pour que tu sois bien organisé. C'est une boîte, ça vaut pas plus de 70 balles, même pas plus de 20 balles. Il n'y a pas un avant-après. Il n'y a pas de projection. Ça comble pas un manque fort, même ceux qui en ont marre de ne pas savoir quand est-ce qu'il faut prendre les compléments alimentaires tel jour, telle heure. Ça comble pas un manque fort, c'est pas un bon produit, ça, pour le coup. Ok ? Outils de recherche. Maintenant que tu as les critères, maintenant que tu sais qu'il faut être passionné sur la niche en question sur laquelle tu vas aller, avec quoi tu peux chercher tes produits? Bon, il y a énormément de méthodes, pas Minéa, mais moi j'aime bien Makwak. Makwak, si tu veux, c'est une plateforme de crowdfunding. Donc en gros, tu vas sur Makwak, c'est une plateforme japonaise, tu peux traduire le site en français. Et là, c'est la caverne d'Alibaba parce que tu vas avoir une plateforme de crowdfunding. Pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'investissement participatif. C'est-à-dire que les gens vont investir sur un projet s'ils le trouvent intéressant. Et toi, en live, tu peux voir combien de personnes ont investi dessus. Donc, tu vois la social proof, la preuve sociale du projet, à quel point le projet il plaît aux gens. Donc ça, déjà, c'est le premier bon critère. Deuxièmement, tu vois le projet, tu vois les images, tu vois le storytelling parce qu'il y a toute une annonce par projet qui est faite, que tu peux lire, etc. Donc, il y a un storytelling derrière qui peut te donner envie, que tu pourras même reprendre si jamais tu décides d'aller sur ce projet-là. Troisième bon point, tu peux classer par ordre de niche, suivant la niche que tu aimes bien et sur laquelle tu es passionné. Donc tu vas dans la niche et là tu vas voir une multitude de projets. Donc ça c'est cool. Et quatrièmement, c'est des produits qui sont directement
en Asie. Donc tu vas à la source finalement des produits de demain. Donc c'est cool. Tu te focuses sur ce qui fonctionne déjà ailleurs. Il y a la différence culturelle à prendre en compte parce que la culture du Japon, c'est pas la même qu'en France. Tu peux avoir un projet qui a énormément de potentiel au Japon, mais pas du tout en France et vice-versa. Donc prends du recul là-dessus. Mais c'est une plateforme, il n'y a aucun Français qui va dessus. C'est vraiment une... Là, je suis en train de perdre beaucoup d'argent à vous dire ça. Mais bon, je suis là pour aider les débutants et je vais le faire à fond. Shopify App Store. Tu vas sur l'App Store Shopify. Tu regardes les applications avec le plus d'avis. Loox, Klaviyo, Gempage, etc. Tu tries les avis par ordre de récent, en gros, et tu copie-colles le nom de la marque qui a mis l'avis, parce que tu vois le nom de la marque. Tu le copie-colles sur une nouvelle page Google, et tu en ouvres 100. Et en fait, et si la marque elle a mis un bon avis, c'est sans doute qu'elle est satisfaite de l'application, c'est sans doute que ça lui génère de l'argent. Donc, c'est plutôt cool. Le point négatif, c'est que c'est très chronophage parce que du coup, tu sais pas dans quelle niche elle est. Et il y a de grandes chances que soit tu tombes sur la niche du skincare, soit sur la niche des vêtements. Deux niches que je conseille pas aux débutants parce que c'est long, c'est chiant, ça coûte de l'argent d'aller sur ces niches-là. Et c'est compliqué. Et tu as 8 chances sur 10 de tomber sur ce genre de niche. Donc, ça peut être rapidement chronophage. Ça demande du temps et du volume de recherche pour trouver des bonnes boutiques. Mais c'est quand même à faire. Et ChatGPT, là, c'est juste 3 méthodes. J'en ai beaucoup plus, mais j'en garde pour les élèves qui prennent mon programme, bien entendu. Là, je suis en train de donner le 20 du 80. Le 80% restant, c'est un banger, mais là, je donne juste le 20 qui est déjà ouf. ChatGPT, tu lui génères un prompt où tu lui dis, écoute, moi je suis débutant, j'ai envie de trouver un produit. Tu dis les critères d'un produit à succès. Tu dis surtout pas les produits sur lesquels tu as envie d'aller pour qu'il y ait des limites dans ta recherche. Tu lui dis, va sur le marché Asiat ou le marché US et base-toi sur les 6 derniers mois, le top des niches et des produits avec le plus gros volume de recherche qui sont tendance depuis les 6 derniers mois sur Google. Et du coup, là, tu le mets en mode thinking, en mode pensée. Donc là, il va vraiment rentrer dans le détail et il va te générer des bonnes idées. Et s'ils ne sont pas bonnes les idées, tu le repromptes jusqu'à qu'elles soient bonnes. Et en fait, c'est une discussion infinie jusqu'à que tu trouves le bon produit. Et moi, en une soirée dans mon accompagnement, parce que ce n'est pas une formation vidéo, attention, c'est un accompagnement, avec des élèves, j'ai trouvé 5 idées de produits banger à lancer en France juste avec ChatGPT. Ça coûte 20 € par mois l'abonnement de ChatGPT. Comment analyser son produit? Premier outil, TrendTrack, banger. Je te conseille de prendre la version payante. En plus, j'ai 10%. Oui, je suis affilié. Je vais mettre le lien en bio. Si tu cliques dessus, ça me rapporte de l'argent. Je préfère être tout à fait honnête. Tu le fais pas comme tu veux. Pour moi, ça, c'est insane cet outil. Réellement. Parce que ça te permet de tout savoir sur tes concurrents, ça te permet de tout savoir sur ta niche, que ça soit le chiffre d'affaires qu'ils font tous les mois, que ça soit le volume qu'ils ont sur les 12 derniers mois, mois par mois, que ça soit le volume de publicité payante actif à l'heure actuelle. Tu as toutes les datas que tu souhaites pour connaître ton concurrent sur le bout des doigts, ses avantages et ses inconvénients. C'est la base de l'e-commerce. Sun Tzu, l'art de la guerre, maîtriser ton ennemi pour l'anticiper. Et bien ça, c'est TrendTrack. Ok? Pour moi, ça, c'est obligatoire. Google Trend, très bien. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un espace ici. Google Trend, pour savoir un petit peu sur les 5 dernières années sur le marché français via des mots-clés autour de ta niche, ta problématique, ton produit, l'état de santé de tout ça. Si c'est en pleine expansion, si c'est en stagnation mais le volume il est haut, si c'est en pleine baisse. Par rapport à ça, tu peux juger un petit peu si c'est le bon moment de te lancer sur ta niche. Tu peux voir aussi s'il y a des saisons. Très généralement, tu peux voir qu'il y a des pics sur certaines niches. À chaque fois, les pics depuis 5 ans, ils reviennent au même moment de l'année. C'est sans doute que c'est à ce moment-là de lancer le produit, tu vois. Donc, très important. Ici, j'avais mis TikTok. Donc, en gros, tu vas voir l'engagement sur les réseaux sociaux. Tu vas taper le nom de ta niche, le nom de la problématique que tu as envie de régler avec ton produit sur TikTok. Et tu vas voir avec les filtres, donc ça, fais-le sur téléphone. Sur les filtres, tu vois sur les 6 derniers mois s'il y a des vidéos avec un fort engagement sur ta problématique, sur ta niche, sur ta thématique. Et du coup, ça permet de voir si sur les réseaux, il y a une possibilité que tu deviennes viral et que tu fasses des bonnes statistiques rapidement. Ou s'il va falloir que tu passes par des années d'éducation client avant que les gens te comprennent. Et c'est là où c'est intéressant de faire ce travail-là. Google Form, donc en gros, tu fais un form avec ChatGPT, avec une liste de questions que tu vas envoyer à des potentiels clients. Donc en gros, via des groupes Facebook, via des comptes Instagram, tu vas démarcher des gens en privé ou même des amis, de la famille que tu peux avoir qui sont tes potentiels clients. Et tu vas faire remplir ce questionnaire gratuitement, en récoltant les emails à la fin, bien sûr, à 10, 15, 20 personnes. Et en fait, les questions, tu vas les orienter pour savoir est-ce que les gens ont pris conscience de la problématique que tu résous, mais du coup de la problématique auquel ils font face? Est-ce qu'ils ont pris conscience et à quel point ils ont pris conscience qu'ils font face à cette problématique au quotidien? À quel point ils la subissent? À quel point ils ont tenté de la résoudre? Avec quelle alternative ils ont tenté de la résoudre? Pourquoi ça n'a pas fonctionné?
parler un petit peu de ta solution, de ton produit pour savoir si ça les chauffe et à quel point ça les chauffe, ils seraient prêts à mettre combien d'argent, etc., etc. Et suite à ça, du coup, toi, tu vas pouvoir juger sur 15-20 témoignages, bah, les gens, ils sont chauds à combien de voir ton produit et de l'acheter. Du coup, avant même de tester ta marque, tu peux déjà savoir si elle a du potentiel. Ça, en quelques heures, c'est fait, hein. Et Facebook, avec les groupes, tu peux voir, par exemple, moi, je vends un produit dans la migraine, je vais dans la niche de la migraine, je vais dans des groupes Facebook migraineux et je vois à quel point les gens ils posent des questions, à quel point ils subissent la migraine. Et ça peut directement me donner une piste sur, ok, ça c'est une niche où les gens, ils n'ont toujours pas de solution. Si j'arrive avec une vraie solution qui est efficace, je casse le marché en deux. Et ça, tu peux le voir avec des groupes Facebook. Voilà un petit peu pour la recherche produit, c'est l'étape la plus importante, donc c'est ce qui a pris le plus de temps. Mais globalement, tu analyses ton produit pour ensuite le valider correctement. Tu le recherches avec les bons outils qui te permettent d'aller voir là où personne ne va. La différence entre un bon et un mauvais produit, donc tu prends en compte les critères. Voilà ce que j'ai appris moi avec un coaching à 14 000 balles. Comme tu peux le voir avec les fondeurs à succès, les fondateurs à succès, c'est toujours la passion envers leur niche et leurs produits qui règnent. Et arrête d'utiliser ce que tout le monde utilise. Ça, c'est comment réussir ta recherche produit. Je ne sais pas combien de temps ça va te durer. Si tu es accompagné, tu gagnes du temps, ce qui est la ressource la plus précieuse, donc ça va te durer moins de temps que si jamais tu faisais les choses seul. Sache-le. Deuxième chose, réussir son sourcing fournisseur. Donc, tu as deux choses. Ça, en 2 jours, c'est fait, le sourcing fournisseur. AliExpress versus les agents. Alors, il faut que tu vois le sourcing comme une couche d'oignon, enfin comme un oignon. Il y a plusieurs couches. Le noyau, ce sont les usines, ceux qui créent le produit. Il n'y a pas de packaging, il n'y a pas de logo sur le produit, il n'y a pas de tout ça. Ils créent le produit, ils ont un volume de produits à créer, ils produisent, fin de l'histoire. Deuxième couche, tu as les agents. Donc eux, ils vont acheter les produits à l'usine pour les revendre. Ça va être des revendeurs de produits d'usine. Ensuite, tu as les plateformes de shipping. Donc, en gros, les compagnies de livraison, les compagnies aériennes, maritimes, camions, trains. Donc, c'est eux qui expédient les produits. Ils les expédient chez qui? Chez toi, chez nous. Les e-commerçants, les boutiques en ligne. Et la cinquième et dernière couche, c'est le client final, celui qui achète chez nous. Donc, ça fait client, nous, compagnie de shipping, agent et usine. Voilà les 5 couches et voilà l'oignon parfait du sourcing produit. OK? AliExpress, c'est la deuxième couche, c'est les revendeurs. Les agents aussi, mais c'est juste différent. C'est fait de manière différente. L'agent, tu peux discuter avec lui. Le fournisseur AliExpress, non. L'agent, tu peux négocier. AliExpress, non. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Les avantages et les inconvénients de chacun pour que tu puisses prendre la bonne décision, ça dépend. Les avantages d'AliExpress, c'est qu'il n'y a pas d'MOQ, Minimum Order Quantity. Donc en gros, tu dois commander un minimum de produits dans ta commande, sinon tu ne peux pas travailler. Ça, il y en a avec des agents. AliExpress, il n'y en a pas. C'est le produit à l'unité que tu peux commander. Focus marketing, bah, c'est AliExpress. Donc là, le fournisseur s'occupe de tout. En 2 secondes, tu as trouvé ton fournisseur. Tu le setup sur ta boutique avec une application comme DSares. Et ensuite, boum, tu bombardes sur la partie marketing. Donc ça permet d'aller vite. La livraison, elle est directe chez le client. Ça passe pas par toi. Le paiement, il est sécurisé. C'est AliExpress. C'est connu, c'est sécure. Inconvénient d'AliExpress, la livraison, quand même, elle est longue. Et en 2025, quand tu as Amazon qui met des standards ultra élevés avec des livraisons en 3-4 jours, livrer ton client en 10 à 15 jours, c'est un peu compliqué. Le packaging avec des écritures chinoises, c'est un peu compliqué. Les prix sont non négociables. Tu peux quasi pas rentrer en contact avec le fournisseur. Et si jamais tu arrives à rentrer en contact, prie et croise les doigts pour qu'il te réponde. La rupture de stock du jour au lendemain, tu n'es pas à l'abri de ça. Du jour au lendemain, tu ne sais pas il y a combien de stock disponible chez le fournisseur, donc il peut être en rupture de stock. Et là, tu es dans la merde, il faut changer de fournisseur, mais bon, il faut en trouver un. La qualité, elle est moyenne au niveau des produits et la marge, elle est mauvaise parce qu'en fait, c'est des fournisseurs qui savent très bien que les débutants, ils sourcent sur AliExpress. Et du coup, ils savent très bien que c'est non négociable au niveau des prix. Du coup, ils t'allument et un prix de produit, enfin, un prix d'usine qui va être à 50 centimes, sur AliExpress, le prix de revente, il va être à 15 balles. Alors qu'avec un agent, un prix d'usine à 50 centimes, l'agent il se fait 1 euro de marge, le produit il a 1,50 €. Et moi je le dis justement dans mon accompagnement, je le montre et les gens sont choqués à quel point tu peux passer de faire du x3, x4 en termes de marge à faire du x7, x8 avec un agent si c'est bien négocié et que c'est pas quelqu'un qui a envie de te la mettre. AliExpress, moi je trouve que malgré tout ça, c'est quand même idéal pour commencer, uniquement pour commencer. Uniquement pour commencer. Pour savoir si tu as un product market fit. Pour faire tes premiers chiffres, pour moi, c'est l'idéal. Ensuite, tu as les agents. L'avantage, c'est que tu peux négocier les prix. Donc ça, c'est cool. C'est scalable, c'est-à-dire quand tu auras envie vraiment d'avoir une vision de marque qui se développe à grande échelle, tu es obligé de passer par un agent avec du gros stock qui s'occupe de l'envoi, etc.
La livraison, elle est rapide. Tu peux plus naviguer dans le flou comme avec AliExpress en gros. La livraison, elle est rapide. Le packaging, il est personnalisé. Donc en gros, la livraison, là, tu passes sur du 7 jours max. Tu peux personnaliser le packaging, le produit. Tu peux mettre une thank you card, etc. Donc c'est cool. La qualité du produit, elle est meilleure parce que du coup, elle est sourcée d'une meilleure manière chez des meilleures usines. Donc forcément, tu as plus de résultats clients. Inconvénient de l'agence, c'est que des fois, il y a un manque de transparence si tu es débutant et que du coup, on va te mytho sur certaines choses. Tu n'auras pas assez d'expérience et de recul pour le savoir, donc tu vas te faire niquer. La communication, des fois, ça peut être compliqué avec le décalage. Si tu ne prends pas en compte les critères culturels de la Chine et que du coup, tu relances avec des points d'interrogation, tu forces, tu n'es pas clair dans ce que tu dis, tu as une mauvaise communication, ça peut casser toutes tes collaborations. Tu peux avoir des faux agents et qui est en gros des personnes qui vont se placer entre le vrai agent et toi et qui vont prendre leur commission alors que ça ne sert absolument à rien. Tu peux directement passer par le vrai. Donc tu peux rapidement te faire avoir. Le budget MOQ, ça demande d'avoir du budget parce que y a un minimum de commandes, de quantité de commandes à devoir passer. Donc forcément, c'est un budget à prévoir. Et c'est de l'énergie parce que là, c'est bon, c'est une collaboration. Tu travailles avec un prestataire, donc il faut le garder à l'œil, il faut y faire attention. C'est pas comme AliExpress, donc c'est de l'énergie à dépenser en plus. Ça, c'est obligatoire pour scaler. C'est-à-dire, une fois que tu as un testing qui est validé, pour scaler, tu es obligé de passer par là. Sinon, ton scaling, il y a de grandes chances qu'il se casse. Donc, pour démarrer AliExpress, pour scaler agent. Calculateur de marge, je te conseille d'en avoir un. Donc, en gros, tu te fais un Google Sheet avec ChatGPT. Tu mets ton produit, ton prix de vente. Et d'ailleurs, si tu veux, dans d'autres vidéos, si tu regardes ma chaîne YouTube, si tu aimes bien mes vidéos, si tu fais attention, je sais plus, je crois sur la vidéo recherche produit, j'en parle de ce calculateur-là. Je le mets à disposition, en gros, dans la description. Donc, produit, tu mets le nom de ton produit, tu mets ton prix de vente que tu as envie, enfin, le prix auquel tu as envie de vendre ton produit. Combien tu vas faire facturer la livraison? Je conseille au début de ne pas la faire facturer, on va voir ça dans la création de site. Donc ça te calcule automatiquement le prix total, tu mets à combien tu touches le produit, à combien te coûte le packaging, ça tu demandes à ton fournisseur. Si tu passes par un agent, mais même par AliExpress, tu peux quand même demander ou voir. Le coût de livraison, donc combien te coûte la livraison. La commission de paiement, ça tu changes pas, c'est Stripe, c'est Shopify, c'est à peu près 2-3%. Et après, ça va te calculer ta marge brute en pourcentage, ta marge brute en euros et ton coût total de à combien te revient le produit. Et du coup, tu as un aperçu sur à quel point tu arrives à faire ce plan économique qu'on disait avant, 75% de marge. Tu vois. Donc ça permet de voir à quel point tu es gagnant ou pas. Donc ça, tu es obligé d'en créer un. Ne pas prendre en compte quand tu passes par AliExpress l'offre de bienvenue. Donc en gros, ça, faut pas penser que ton produit il a 1,70 €. Non, non. Ton produit il a 8,50 €. Ça, c'est juste l'offre de bienvenue. Bon, je sais pas pourquoi c'est écrit comme ça. Nouveaux acheteurs seulement. Donc en gros, ça va te coûter 1,70 € pour ta première commande. Sauf que si jamais tu as des clients, bah ouais, ça va te coûter 8,50 €. Donc prends ça en compte, ok, quand tu fais tes calculs. Achète le produit pour le tester. Donc c'est-à-dire qu'avant de le tester ou quoi que ce soit, achète-le quand même au minimum pour créer du contenu avec, pour tester la qualité. C'est la base. Commande-le pour aussi te mettre dans l'expérience cliente, pour savoir comment ça va se passer une fois que chaque client va le commander. Donc voilà un petit peu là-dessus. Ça, c'est sur la partie sourcing. Il n'y a pas grand-chose à dire. Là, c'est plus du cas par cas. Ça dépend de comment ça va se passer de ton côté. Mais c'est assez simple. Ça, pour le coup, en 2 jours, c'est fait. La recherche produit, pourquoi j'ai mis en 14 jours max? Ça peut durer plus, ça dépend que de toi. Ne te mets pas une deadline précise parce qu'il se peut que tu te mets 7 jours pour trouver un produit. Et en fait, le 7e jour, tu vas valider un produit à contre-cœur parce que tu t'étais dit 7 jours. Mais qui sait? Peut-être que si jamais tu avais entendu genre 2 jours, 3 jours, 4 jours de plus, peut-être que là, tu aurais trouvé le bon produit. Donc, ne te mets pas de deadline. Après tout ce que je viens de te dire, je pense qu'en 14 jours, c'est fait. Si tu travailles tous les jours. Ça, en 2 jours max, tu trouves ton fournisseur sur ton AliExpress pour commencer. Ensuite, réussir ton positionnement. Ça, c'est le cœur d'une marque e-commerce. C'est ce qui fait la différence entre un dropshipper qui galère et une marque qui fait plus de 100 000 balles par mois. C'est le positionnement. C'est 4 choses. C'est le point de bascule d'une marque e-commerce à succès. Ça passe par connaître ton client sur le bout des doigts. Tu vas faire une investigation d'audience. J'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube, comment connaître ton client mieux que tes concurrents. Cette vidéo, elle est banger. C'est la meilleure vidéo sur le marché français en e-com sur la connaissance cliente. Moi, c'est le cœur de mon accompagnement parce que j'estime que si on doit faire une mind map, le centre, c'est ton client. Et en fait, tout ce qui va en découler, tout va découler de ton client. Tu vas faire ton site par rapport à ton client, tu vas créer une offre par rapport à ton client, tu vas faire ton copywriting, donc tes textes par rapport à ton client, tu vas faire tes contenus par rapport à ton client. Tout est fait par rapport à tes clients. Donc forcément, pour moi, ça, c'est le cœur. C'est un entretien quotidien, ça passe par vraiment beaucoup de boulot et beaucoup de profondeur dans la connaissance que tu as. Il faut que tu connaisses ton client mieux que lui se connaît lui-même. Il faut que tu saches pourquoi il se réveille à 2h30 du matin toutes les nuits. À ce point-là, tu vois.
Donc, ça passe par une investigation sur ses croyances, ses désirs, ses émotions, ses douleurs, ses espoirs, sa situation actuelle, sa situation désirée. Qu'est-ce qu'il a déjà testé? Pourquoi il n'a pas été satisfait? Comment il consomme sur les réseaux sociaux? Quel type de contenu il regarde? Quand tu arrives à ce niveau-là et que tu sais, tu as des réponses à tout, comment je peux t'assurer que tu vas faire 10 000 balles le plus rapidement possible? Honnêtement, enfin, c'est juste, vous connaissez pas assez votre client et vous ne travaillez pas assez avec de l'empathie par rapport à votre client. C'est pour ça que vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez vraiment. Donc, allez sur des groupes Facebook, parlez avec vos clients. Même, je sais pas, on reprend l'exemple de la migraine. Je tape migraine, je vais sur des comptes qui parlent de migraine en France, je vais sur leur dernier contenu. Toutes les personnes qui ont liké et commenté, je vais leur envoyer un message privé avec mon compte et je vais leur parler de façon amicale pour en savoir plus. Et je vais me créer un document, je vais tout documenter. Je vais tout documenter, chaque réponse. Et ensuite, avec ChatGPT, je vais vraiment faire une synthèse générale de tout ça pour avoir des choses qui ressortent. Simple, efficace, ok? Et ça, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Il faut que je connaisse Si je connais mon client mieux que mes concurrents, j'ai gagné. Échec et mat. J'ai gagné. C'est juste une question de temps. Ok? Donc, ultra important. Ensuite, ça passe par du coup, la connaissance cliente, les données démographiques et psychographiques. Il y a deux types de data, c'est le 80-20. 20% démographique, 80% psychographique dans l'importance que ça va avoir sur la performance de ta marque. Démographique, c'est l'âge, le sexe, le métier, les hobbies, etc. Psychographique, c'est sa situation désirée, sa situation actuelle, tout ce que je viens de te dire, ses douleurs, ce qu'il redoute, etc. Et en fait, grâce à ça, en gros, les situations démographiques, tu vas pouvoir les faire dans tes contenus en mettant en avant un avatar client qui est celui-là. Parce que du coup, ton avatar client idéal, il va se reconnaître physiquement, etc., dans finalement la cible que tu vas mettre au quotidien. Je parle à des femmes qui ont entre 45 et 50 ans, qui sont en surpoids de 40 kilos et qui ont envie de perdre du poids grâce à mon produit. Ça, c'est ma cible idéale. Et je ne vais pas commencer à mettre des meufs de 20 ans ultra fines dans mes contenus. Non, je vais mettre des femmes en surpoids entre 45 et 50 ans. Parce que du coup, là, mon avatar client, il va se sentir visé et ça va justement l'accrocher, accrocher son attention. Donc c'est là où ça devient important, les données démographiques dans ton contenu. Pareil pour les données psychographiques. Je vais parler de ces douleurs, je vais les mettre en avant. Tu vois, là par exemple, ta santé mentale en ce moment. Si je vois que la santé mentale, c'est un vrai sujet pour le client par rapport aux données psychographiques, c'est ses douleurs quotidiennes, je vais en parler, je vais employer les mêmes mots que mon avatar client au quotidien. Je vais parler de ses douleurs. Ça aussi, ça va attirer son attention. Il va se sentir visé parce qu'il va se dire, putain, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Et ça, dans mon copywriting, les textes que je vais mettre en avant, ça va être toutes ces choses-là importantes. Okay, c'est ultra important. Encore une fois, tout découle de ton avatar client. Ensuite, connaître ton produit sur le bout des doigts. C'est la deuxième étape du positionnement. Investigation produit. En fait, si tu connais ton produit mieux que tout le monde, les gens vont te voir comme un expert. Si les gens te voient comme l'expert incontournable du produit que tu vends, comme la solution qu'ils ont envie, ils vont acheter chez toi. Parce que du coup, ça va créer un climat de confiance. Tu vas prendre mon accompagnement parce que tu me vois comme un expert de l'e-commerce. Peut-être pas, mais c'est juste pour te parler de cet exemple-là. Et en fait, tu vas pas prendre l'accompagnement de Jojo Clodo parce que quand il parle d'e-commerce, non, tu vois que le mec, il s'y connaît pas, quoi. Donc c'est important de connaître ton produit, connaître ses bénéfices, connaître ses limites, connaître l'environnement dans lequel on l'utilise, les objections potentielles que tes clients pourraient avoir dessus et les alternatives à ce produit-là. Les alternatives, c'est important parce que quand ton client va vouloir prendre une décision d'achat, il va avoir un spectre de potentiels produits, de potentielles solutions à sa problématique. Et dans ce spectre, il y aura ton produit et les alternatives. Et pour que justement, toi, tu fasses des vidéos de comparaison, mon produit versus un autre, il faut que tu connaisses les alternatives. Les objections pour pouvoir les handle, les gérer finalement dans tes contenus et y répondre. Les environnements pour pouvoir mettre cet environnement en avant. Par exemple, on utilise ton produit très souvent en rentrant du boulot à 18h et on est crevé et on utilise ton produit quand la personne elle se pose sur son canapé, elle a envie de chill. Et ben, dans tes contenus, tu vas mettre quelqu'un qui rentre du boulot, qui est un peu énervé, qui se pose sur son canapé, qui a envie de chill et qui utilise ton produit. Tu vois, tu remets l'environnement dans lequel ton produit est ultra efficace là-dedans. Si ton produit on l'utilise que l'été, tu vas mettre uniquement des vidéos durant l'été, à la plage, au soleil, parasol, etc. Ok ? Donc ça, ensuite, par exemple, voilà, je voulais prendre ça, la lampe migraine qui fait de la lumière verte, on l'utilise très souvent quand on est dans la chambre pour se poser, tu mets une photo dans la chambre. Tu vois. Maîtriser ta niche sur le bout des doigts.
Donc en gros, il faut que tu maîtrises tous tes concurrents. C'était exactement ce que je voulais dire ici. Tu maîtrises tous tes concurrents, leurs avantages, leurs inconvénients, combien de chiffres ils font par mois, comment eux ils ont réussi à se différencier, c'est quoi leur promesse, quelle est leur offre, sur quoi ils se basent, c'est quoi leurs canaux d'acquisition sur lesquels ils sont actifs, quel type de contenu ils postent. Il faut que tu décryptes absolument tous. Pareil, moi j'ai fait un tableau, je mets énormément de ressources à disposition, que ce soit moi en interne ou quand je fais mes marques ou même les élèves que j'accompagne. Le nom des concurrents, le type de concurrence, parce qu'il y a des concurrents directs et indirects. Direct, c'est un concurrent qui vend le même produit que toi sur le même marché que toi. Indirect, c'est sur le même marché que toi, mais ils ne vendent pas exactement le même produit. C'est une alternative, justement. Donc ça, le marché, français, US ou quoi, parce que tu peux quand même noter des personnes, enfin des marques qui vendent le même produit que toi sur un autre marché. Donc là, note-le ici. Le trafic, donc avec TrendTrack, tu peux voir combien de visiteurs ils ont depuis 3 mois. L'évolution du trafic, avec TrendTrack, tu peux voir à quel point il a évolué. Les canaux d'acquisition, donc là, tu vas aller voir sur chacun pour voir s'ils sont présents. Le canal principal, sur quoi ils sont le plus présents et qui leur apporte le plus de visiteurs. L'activité, combien de publicités sur Facebook ils ont à l'heure actuelle en live. Tu peux le voir avec TrendTrack. Combien de posts YouTube ou Insta, pardon, ils font par semaine ou par mois, tu peux le voir. Tu notes tout ça, leur proposition de valeur, ça on va le voir sur la création de site. Tu notes tout sur tes concurrents. Et enfin, tu trouves ta différenciation. Donc en gros, ça c'est obligatoire. Il faut que tu sois une marque différente des autres. Naali, ils ont réussi à se différencier sur un ingrédient, le safran. Alors qu'ils sont sur une niche ultra concurrentielle qui est les compléments alimentaires pour calmer l'anxiété, le stress. Eux, avec le safran, ils ont réussi à se différencier parce que c'était les seuls à mettre cet ingrédient et ils ont prouvé par A plus B avec un storytelling que le safran, c'était l'ingrédient le plus efficace pour calmer ce genre de problématique. Donc ils sont différenciés. Exode, ils se sont différenciés. Ils vendent des déodorants naturels. Eh ben, eux, c'est à base d'huile de nigel. C'est les seuls à faire ça. Sauf que des déodorants naturels, c'est ultra concurrentiel. Ils ont réussi à faire énormément de chiffres et à continuer à en faire parce qu'ils ont un ingrédient que tu retrouves nulle part ailleurs dans d'autres marques. Ils sont différents. Et quand tu trouves ta différenciation, tu la mets en avant H24. Tu vas jamais saouler les gens. Parce que tu n'es pas le centre du monde. Ton message, vraiment, avant qu'on retienne ton message, ta marque, il faut que les gens ils t'entendent au moins 7 fois. Donc t'inquiète pas, tu vas pas saouler les gens en répétant tout le temps la même chose. Un bon maillot. Donc un bon maillot, ils vendent des maillots de foot, comme des milliards de boutiques dans le monde. Ils ont réussi à se différencier avec un concept. Là, c'est pas un ingrédient, c'est un concept. Donc en gros, tu commandes une box mystère et tu la reçois et tu sais pas quel maillot de foot. Tu peux mettre en avance avant d'acheter les maillots que tu n'as pas envie de recevoir. Tu es un supporter de Marseille, tu n'as pas envie de recevoir un truc de Paris, donc tu le mets quand même à l'avance. Mais sinon, en tant que fan de foot, et du coup ça passe par une connaissance cliente, tu sais très bien qu'un fan de foot, même s'il porte un maillot qui n'est pas son équipe favorite, si le maillot est beau, est beau, il va le porter, il va être content de le porter. Et donc, eux, ils ont cartonné avec un concept autour de ça. La Mer, ils vendent des crèmes hydratantes à 300 balles. C'est exactement les mêmes crèmes hydratantes avec les mêmes formules que Nivea Paris avec des crèmes hydratantes à 20 balles. C'est la même chose, mais sauf que eux, c'est un branding différent. C'est un branding haut de gamme, type Louis Vuitton, etc. Sur un produit ultra basique et du coup qui price beaucoup plus cher. Donc, eux, ils sont différenciés avec un branding, eux avec un concept, eux avec une formule, eux avec un ingrédient. Toi, tu peux peut-être aussi te différencier avec ce type de choses ou même avec un ciblage. Au mieux de cibler les mêmes personnes que tous tes concurrents, va cibler une autre niche qui a aussi du potentiel. Exemple, je vends un coussin pour les chiens et c'est un coussin orthopédique. Au mieux de cibler tous les chiens, je vais cibler uniquement les chiens âgés qui ont plus de 10 ans. Et je vais dire qu'en fait, tu vas baser tout ton marketing là-dessus. Tu vas dire comme quoi, écoutez, moi j'ai créé le meilleur coussin orthopédique pour les chiens. C'est à base de mémoire de forme et ça vient contrebalancer justement leur poids pour que leur bassin soit bien et pour qu'ils dorment bien et pour qu'ils n'aient pas de problème d'articulation. Et c'est uniquement pour... Alors qu'en vrai, c'est pour tous les chiens, mais tu vas cibler juste ça pour que ton message soit mieux compris, plus clair, plus précis. Okay, et c'est pas forcément que tu te restreins. Justement, tu t'ouvres des portes parce qu'en fait, tu es tellement précis que tout le monde va acheter chez toi dès qu'ils vont se sentir visés et dès qu'ils vont avoir un chien avec des articulations fragiles ou qui est âgé. Ou je sais pas, par exemple, tu veux vendre une crème hydratante, pareil, tu sais que la crème hydratante, elle permet de faire ça, 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 et dans tous les bénéfices qu'elle a, elle permet de, je sais pas, enlever des taches rouges qu'on peut avoir sur les joues. Parce que ça vient hydrater la peau et du coup, ça vient la remettre à sa forme naturelle. Si tu vois que les personnes âgées entre 65 et 70 ans ou 60 et 70 ans, elles ont très souvent les taches rouges et que ton produit il est efficace sur elles, dans ton marketing, au mieux de faire comme La Mer ou Minéa et cibler tout le monde, tu vas cibler uniquement les personnes âgées.
dans ton marketing, etc. Donc, tu vas les mettre en avant, données démographiques, l'âge, etc. Et tu vas aussi, dans ton copywriting, dire comme quoi ton produit, c'est le meilleur pour ces personnes-là, qui ont ce type de douleur-là, qui font ça au quotidien. Tu vois? Et ça, en vrai, en tant que débutant, tu peux vraiment facilement te différencier avec le ciblage. Donc, c'est ce que je te disais avec, par exemple, le coussin orthopédique. Et c'est ce que je viens de te dire avec la crème hydratante. OK? Donc, voilà un petit peu là-dessus. Ensuite, donc dès que tu as un positionnement qui est clair, net, précis, ça, en vrai, en 7 jours, ça peut le faire. Ça dépend, c'est plus en 2 semaines que ça va se faire, mais voilà. Une fois que tu as réussi ton positionnement, on reste quand même dans une stratégie où tu vas faire tes 10 000 premiers euros le plus rapidement possible. On va passer à la création de ton branding et de ton site. Alors, ton branding et ton site, c'est sans doute l'une des choses les plus importantes parce que c'est là où les gens vont mettre leur code de carte bleue. Donc, il faut que le climat de confiance soit à son niveau maximal, à 100%. C'est aussi l'endroit où l'intention d'achat du client va, si on voit ça comme une jauge de 0 à 100, la jauge, elle va déjà être un peu remplie grâce à tes contenus. C'est ce qui va créer une intention d'achat et l'envie d'aller sur ton site. Mais il y aura encore un peu de scepticisme parce que c'est le moment où tu dois convertir ce client qui a déjà une intention d'achat. Donc c'est ultra important d'avoir un bon branding et un bon site. Un branding, c'est en gros, c'est l'image de ta marque. Donc ça passe par une charte graphique, logo, palette de couleurs, police d'écriture. Te casse pas la tête, on va voir tout ça. Mais ça passe aussi par les valeurs de ta marque. Aujourd'hui, si tu achètes un t-shirt Nike à 95 € et que le même t-shirt de la même qualité, de la même couleur, juste sans la virgule sur la poitrine, tu peux l'acheter à 5 € sur AliExpress, mais tu ne le fais pas, tu préfères mettre 95 € de plus chez Nike, c'est parce qu'il y a un branding derrière. En portant un t-shirt AliExpress, tu ne vas pas ressentir les mêmes choses qu'en portant un t-shirt Nike. En portant un t-shirt Nike, déjà, il y aura des bénéfices sociaux. Les gens vont te voir comme quelqu'un qui fait du sport, qui prend soin de lui. Donc déjà, c'est pas la même chose qu'un t-shirt AliExpress sans logo. Deuxièmement, toi, en le portant, tu vas vouloir faire du sport. Tu vas vouloir aller chercher tes limites, les dépasser même tes limites. Tu vas vouloir te donner à fond. Donc forcément, c'est pas la même chose. Et c'est ça le branding. Un site à succès et un transfert de confiance. 80% de fond, 20% de forme. Le fond, c'est tout ce que le client ressent et tout ce que le client comprend. La forme, c'est tout ce qui est design, animation, etc. Autrement dit, si tu passes 10 heures sur ton site, 8 heures, ça doit être le fond, 2 heures, ça doit être la forme. Vous faites l'inverse. Vous passez trop de temps comme des perfectionnistes à vouloir avoir un bon site, un beau site plutôt. Sauf qu'on s'en branle d'avoir un beau site, au minimum pour que ça soit agréable de consommer et d'être dessus, mais ce n'est pas le plus important. Quand tu vois qu'il y a des sites qui font énormément d'argent et les sites ils sont pas très beaux, c'est là que tu comprends qu'en fait c'est le fond qui est plus important que la forme. Ne réinvente pas la roue pour le branding, inspire-toi. Je te passe quelques marques sur lesquelles t'inspirer en créant ton site, peu importe ta niche. Synésie, ça c'est des élèves du coup que j'accompagne. Quip, donc ça pareil, c'est une boutique aux US ultra bien pour le copywriting, etc. SolarWave, Space Good, Boku, Naali, toutes les marques que je parle au quotidien, tu te les notes, tu te fais une liste d'inspiration. Quand tu crées ton site, vraiment, et s'il te plaît, ne le crée pas comme si tu étais sur une feuille blanche. Crée un site en t'inspirant de eux. Ils font du chiffre, ils font des tests AB tous les jours. Donc s'ils ont une certaine structure de site, c'est pour des raisons. C'est parce que ça convertit tous les jours, toutes les minutes. Ok ? Donc, le fond de ton site. Premier point, il y en a 6. Proposition de valeur claire et impactante. Il faut que tu précises ton offre en une phrase. Il faut que ça soit une promesse. Et dès que tu arrives sur Synésie, respirez enfin librement. Vos WC japonais en 10 minutes et sans travaux pour Boku. Space Good, Hydration with a Twist of Paradise. Et pour AG1, une marque de compléments alimentaires, pareil, tu peux te focus dessus. Ils font des centaines de millions à l'année. Ton boost nutritionnel quotidien. Donc en gros, dès qu'on arrive sur ton site, il faut, et tu le vois sur toutes ces boutiques-là, c'est la même chose. Il faut qu'on voit ton produit. Il faut qu'on voit de l'humain, c'est encore mieux. Même une petite main. Il faut qu'il y ait un tout petit peu d'humain. Il faut qu'on voit ton produit. Quand il est en action, c'est encore mieux. Au moins, on se visualise. Il faut que là, il y ait ta promesse. Il faut que là, il y ait le process. Donc, en gros, le process, c'est prouve-nous que ta promesse, tu vas la tenir. Prouve-nous que ta promesse, ouais, tu arrives à la délivrer. Donc ça, c'est respirer enfin librement, promesse, process, la thérapie par lumière rouge pour déboucher naturellement vos sinus et apaiser l'inflammation. Donc, en gros, tu es en train de dire, voilà comment nous, on fait enfin respirer librement nos clients grâce à ça. En gros. Et c'est tout le temps la même chose. Tout le temps. Ensuite, tu mets un call to action, donc un bouton. Tu ne mets pas acheter maintenant. Non. Je libère mes sinus. Je transforme mes WC. Je soulage mes migraines. Je veux une meilleure peau. Je teste, goûter les Tropics.
goûter les tropiques, pardon. Commencer ta journée G1 dès maintenant. Tu vois, c'est toujours un bénéfice émotionnel qui donne envie de passer à l'action. Et un débutant, il met tout le temps la même chose. En savoir plus, découvrir, acheter maintenant. On n'est plus en 2017. Tous les gourous que vous suivez en France, c'est de la perte de temps parce que eux, ils sont restés bloqués en 2017 parce que la dernière fois qu'ils ont fait de l'e-com, c'était en 2017. Donc vraiment, faites attention à ça. Et enfin, comme tu peux le voir, juste au-dessus de la promesse, tu mets de la social proof. Donc tu mets des clients avec des étoiles Trustpilot. Même si c'est faux. Non, c'est pas mentir aux gens. C'est pas ne pas être éthique de mettre des avis que tu n'as pas eu. Enfin, c'est un peu mentir aux gens, mais t'es pas en train de les niquer, t'es pas en train de les arnaquer. Si tu veux un produit qui fonctionne pas, oui, bah là t'es un arnaqueur, le fais pas. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu mets pas ça, les gens n'achèteront pas chez toi, même si ton produit est efficace. Donc fais-le, même si c'est faux. Du moment que tu es là pour le bien des gens et que c'est juste pour les faire passer à l'action et les aider, fais-le. Ne te sens pas coupable. Donc mets des avis clients, tu vois, là ils le font, beaucoup ils le font, eux ils le font. Bon, ah bah si, eux aussi ils le font. Ici normalement il y a les étoiles Trustpilot, juste là ça c'est pas mis. Tout le monde le fait. Pourquoi tu le fais pas? Tu vois? Donc ça, c'est la première chose. Proposition de valeur claire. Deuxième point, crée de la confiance. Crée la confiance chez le consommateur que tu peux réussir à délivrer ta promesse. Tu as plusieurs types de sections pour ça. Tu as une section qu'on appelle autorité. Donc en gros, tu vas mettre l'avis d'un médecin, l'avis d'un neurologue, peu importe ta niche, l'avis d'un coach sportif. Suivant ta niche, tu vas mettre l'autorité suprême de ta niche qui donne son avis sur ton produit pour le valider et dire qu'il est bien. Ça, c'est que de la persuasion, c'est basé sur la science. Quand tu as quelqu'un qui arrive avec une blouse blanche, je peux t'assurer que tu lui ouvres la porte et tu l'écoutes avec respect parce qu'il a une blouse blanche et que c'est sans doute un médecin ou quoi que ce soit et que c'est vu comme de l'autorité, par exemple, sur le marché français. Tu vois? Donc ça, n'hésite pas à le faire, des sections comme ça, parce que si le consommateur se dit que ça a été validé par des gens ultra compétents, ultra smart, pour eux, c'est ça, donc c'est que le produit fonctionne, donc c'est qu'il est bien. Sinon, ça peut être des personnes connues, comme là Lewis Hamilton, des influenceurs ou quoi que ce soit. Tu peux mettre des logos de médias. Ça marche très bien de mettre des logos de médias, même si ce n'est pas des vrais médias, même si tu n'es pas vraiment passé dedans. Tu peux le faire encore une fois. Et tu peux mettre aussi de la science. S'il y a des preuves scientifiques ou quoi que ce soit, tu peux mettre justement ces preuves-là. OK? Dans tous les cas, dans tous les sites que je viens de te passer, dans toutes les marques que j'ai citées depuis le début de cette vidéo, tu verras, tout le monde le fait. Troisièmement, la preuve sociale. Donc la preuve sociale, ça augmente la confiance et ça persuade le consommateur à acheter chez toi. Tu peux mettre plusieurs types de sections. Tu peux mettre des avant-après pour que vraiment on voit en combien de temps la personne est passée de ça à ça. Tu peux mettre aussi des avis clients. Ne mets surtout pas, comme la plupart des dropshippers, des vieilles sections dégueulasses où il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo, c'est juste du texte, tu vois que c'est fake. Non. Tu mets un titre, tu mets des étoiles Trustpilot au-dessus, et là tu mets des images et tu fais tester ton produit à des amis, à de la famille, à des proches, à quoi que ce soit. Tu leur dis de se prendre en selfie et ça va être justement les images clients et juste en dessous tu mets un avis. Là, c'est impactant parce qu'il y a de l'humain. Vos boutiques, très généralement, il manque d'humain. Donc là, tu mets une section vraiment comme celle-ci. Même si tu peux faire des avis clients en vidéo, c'est encore mieux. Donc n'oublie pas, avant-après, témoignages clients, photos ou vidéos, mais pas juste texte, et les étoiles Trustpilot. Quatrièmement, avoir un copywriting qui est persuasif. Il faut que ton texte a besoin d'être précis, concis et clair afin de projeter ton consommateur à acheter. Donc par exemple, là, on a Quip, Your Mousse, Your Way. Bref, je vous laisse ensuite aller sur ces boutiques pour analyser tout ce qui est copywriting. Mais tu as deux types de bénéfices. Tu as les bénéfices émotionnels et les bénéfices fonctionnels. Les bénéfices émotionnels, c'est toutes les émotions que va ressentir ton client en utilisant ton produit. Les bénéfices fonctionnels, c'est les fonctionnalités qui vont faire que ton produit va fonctionner, tout simplement, et va permettre d'être efficace et de créer ces émotions. N'importe quelle personne sur Terre, n'importe quel humain sur Terre achète pour les émotions. Si j'achète une Lamborghini, ce n'est pas pour les sièges en cuir, les suspensions ou les jantes. Si j'achète une Lamborghini, c'est parce que je vais penser faire partie d'un cercle privé. Je vais avoir une meilleure confiance en moi parce que les gens vont me regarder et du coup, ça va flatter mon ego. Je vais avoir des sensations quand je vais conduire ça, pas du tout les mêmes sensations que dans une Clio 2. Et tout ça, c'est les émotions que va me procurer cette Lamborghini. Par exemple, ça peut être la même chose avec un PC gamer. J'achète un PC gamer pour taper mes meilleurs games sur mes jeux vidéo préférés avec mes meilleurs potes à 3h du matin et rigoler. C'est pour les émotions que va me procurer ce PC. C'est pas pour la carte graphique ou quoi que ce soit. C'est pas du tout pour ça. Tu vois. Mais par contre, n'importe quel humain va justifier son achat par les émotions, par les fonctionnalités. Personne va dire moi j'achète une Lamborghini pour avoir un meilleur ego et pour flatter mon ego, avoir une meilleure confiance.
Personne ne va dire j'achète un PC gamer pour passer mes meilleures nuits avec mes meilleurs potes et rigoler avec eux à distance. Non. À chaque fois, on va justifier. Non, mais j'ai acheté pour ces raisons-là. Non, non. Tu vas pas dire tu as acheté une crème hydratante pour être plus beau. Alors qu'en vrai, tu le fais pour ça. Tu vas dire j'achète une crème hydratante parce que c'est made in France et parce qu'il y a tel ingrédient. Alors que non. Tu vois, donc c'est très important de comprendre déjà l'humain, la psychologie humaine, de mettre en avant les bénéfices émotionnels. Donc par exemple, ici, tu vas mettre les émotions que va créer ton produit en une phrase impactante. Et ça passe par comprendre ton client, parler avec le même langage que lui, avec les mêmes mots que lui et mettre en avant ce qu'il a envie d'entendre. Donc ses objectifs, ses douleurs, etc. Et ensuite, ici, du coup, dans ton paragraphe, tu vas utiliser justement ça pour pas mettre des gros pavés de texte ultra chiants à lire que personne va lire et du coup, ça va passer à la trappe. Tu vas mettre les bénéfices fonctionnels avec des bullet points, tu vois, avec quelque chose qui est concis, qui est clair, qui est facile à lire. Parce que les gens n'ont plus le temps. Ils n'ont pas le temps pour toi. Crois pas qu'une personne va rester 10 minutes sur ton site à tout lire mot pour mot. Pour ça, il faut que tu aies une expérience client qui soit fluide. Et il faut que l'émotion que tu vas dire ici soit cohérente avec l'image que tu vas nous mettre à disposition. Apple, c'est les meilleurs pour ça. Je te conseille d'aller sur leur site, tu verras, c'est à chaque fois une image, un bénéfice émotionnel et les bénéfices fonctionnels. Donc ça, c'est ultra important de comprendre ça. Et pareil, tu vois, sois concis. C'est-à-dire, étape 1, 2, 3, 4, c'est pas des gros pavés, c'est un petit titre et ça. Et tu parles de la même manière dont parle ton client, les mêmes langages, les mêmes formulations. Ok ? Est-ce que tu dois tutoyer ou est-ce que tu dois vouvoyer? Ça dépend de ta cible. Tu as un marketing un peu plus friendly pour les gens qui ont entre 18 et 25, tutoie. Tu as un marketing moins friendly, plus amical ou professionnel et tu parles à des gens qui ont plus de 25 ans, vouvoie. Ok? Donc voilà pour ça. Avoir une offre irrésistible, tu dois créer une valeur perçue tellement haute que ton client doit se sentir bête de ne pas acheter. Et pour ça, tu as Space Good qui pour moi sont les meilleurs. Dès qu'on arrive, ta première image produit, c'est un truc bien travaillé avec Canva, avec de l'IA. Par exemple, tu offres des choses. Offrir des choses, les gens adorent quand on leur fait des cadeaux. Et si tu offres des choses, eh ben forcément les gens vont se sentir redevables d'acheter chez toi. Et du coup, mets en avant les choses que tu offres avec tous tes produits, avec Free Bottle, Frescoper, etc. Okay, donc ça, c'est ultra important de offrir des choses. Au début, si tu pars avec du AliExpress, ça va être compliqué, à part si tu offres des e-books, tu offres une garantie, tu offres une livraison. C'est cool. Mais offre des choses, c'est trop bien. Et en fait, ton offre, ça passe pas juste par ton offre marketing. C'est aussi ton offre en tant que telle, enfin ton offre commerciale, pardon. C'est aussi ton offre marketing, c'est-à-dire ça, c'est ultra important sur ta page produit. La chose la plus importante sur ta page produit, c'est ton carrousel et c'est ta description produit. Parce qu'en fait, les gens, ils vont regarder ton carrousel. Ensuite, ils vont regarder un petit peu ça. S'ils aiment bien, ils achètent. S'ils n'aiment pas, ils se barrent. Ils ne vont pas prendre le temps de regarder tout ton site. Donc, il faut que dans ton carrousel, il y ait à peu près entre 8 et 12 images. Non pas juste 3 images. Non pas des images AliExpress. Tu les fais toi-même, les images. Tu peux les faire avec Nano Banana, qui est une putain d'IA, que je vais faire une vidéo là-dessus. Ou même Seedream. Ou même Sora pour les vidéos. Et en gros, il faut vraiment qu'on ressente ton branding, tu vois, dans le carrousel. Il faut que tu mettes ton produit en avant. Il faut qu'il y ait plusieurs types d'images. Il y ait des images produits, il y ait des images lifestyle, c'est-à-dire un humain en mode lifestyle, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours qui utilise son produit. Il faut que tu rajoutes du texte par-dessus les images, tu vois, un peu comme ça. Parce que du coup, vu que ton client, il ne va pas prendre le temps de regarder tout ton site, il faut qu'en très peu de temps, il ait les informations les plus importantes. Donc, il faut que même dans les visuels, il y ait du texte pour qu'il capte les bénéfices. Donc, n'hésite pas à les mettre. Encore une fois, inspire-toi de tout ça. Mets une image en carré dans ton carrousel où c'est un tableau de comparaison. N'hésite pas même à transformer des sections en images pour que vraiment tu fasses perdre le moins de temps possible à ton client et qu'il y ait le plus d'impact et de valeur possible transmise rapidement. Donc le carrousel et cette section, elle est trop importante aussi. Et très généralement, un dropshipper, là, c'est catastrophique cette section. Tu vois, tu mets de la social proof avec du Trustpilot, tu mets le nom de ton produit en gros, mais pas un gros pavé sur une seule ligne. Tu mets des petits badges, tu vois, un peu comme ça, où on arrive à capter les bénéfices rapidement à un seul coup d'œil que tu vas nous transmettre. On a des bullet points sur les bénéfices de ton produit. Ensuite, quand on descend, eh ben là, tu vois, on peut avoir par exemple, hop là, excusez-moi, on peut avoir juste ici un bundle avec différentes offres, tu vois. Genre par exemple, tu mets que ton produit. Deuxième offre, tu mets ton produit avec un produit offert. Et troisième offre, tu mets ton produit plus 2 produits offerts, par exemple. Tu vois, donc un bundle ici, facilement compréhensible. Plus ton offre, elle est claire et compréhensible et facile à comprendre, plus la valeur perçue sera élevée. Si tu comprends
l'offre, forcément, tu auras plus de facilité à mettre de l'argent dedans que si jamais c'est compliqué à la comprendre et c'est une énigme à résoudre. Là ensuite tu mets un call to action, donc tu mets ton bouton qui est le plus important de ton site, donc fais en sorte qu'il y ait un contraste et qu'on voit bien ce bouton là, et fais en sorte que tout ce qu'il y a juste au-dessus, juste en dessous, ça réconforte. Donc là tu peux mettre en combien de temps la personne va être livrée si jamais c'est une livraison courte, et là tu peux mettre ta garantie satisfait remboursé. Ok. Juste en dessous et juste au-dessus, au moins ça donne envie de cliquer dessus. Inspire-toi encore une fois. Et enfin, crée de l'urgence. Si tu ne dis pas aux consommateurs d'agir maintenant, ils partiront et ne reviendront plus jamais. Ok, donc n'hésite pas à mettre une livraison offerte dans toute la France. En fait, il faut que tu pètes le maximum de freins à l'achat. Le maximum. Et il faut que tu sois le plus sexy possible. Donc pas de livraison payante, pas de garantie 15 jours, tu mets une énorme garantie. Tout est gratuit. Enfin, vraiment, il faut que ça surfe. Et ça, tu le mets en avant. Livraison offerte dans toute la France pendant 24 heures seulement. Tu vois, il y a quand même 24 heures seulement, uniquement. Stock limité. Un dispositif vendu toutes les 8 minutes. Plus de 4 appareils disponibles. Là, tu mets un timer. Tu vois, par exemple, dans le checkout. C'est important de mettre de l'urgence, encore une fois. Rupture de stock imminente. Panier sauvegardé pendant X minutes. Tu fais en sorte que la personne passe à l'action. Le perfectionnisme est ton pire ennemi. Le site parfait n'existe pas, donc évite de passer trop de temps dessus. Et ça, c'est des applications que je te conseille. Donc, Slide, Car, Buy, AMP, ça te permet d'avoir un... En fait, dès que la personne ajoute au panier, à la place d'avoir un truc nul à chier, tu peux rajouter de l'urgence, tu peux rajouter tout ça avec cette application. Tu as la version gratuite, tu as la version payante. Hotjar, donc ça, c'est chaque personne qui va venir sur ton site. Tu peux directement voir son trafic. Donc, en gros, qu'est-ce qu'elle a fait sur ton site, pourquoi elle est partie, qu'est-ce qui a fait que... Et ça te permet d'améliorer ton site, de comprendre les consommateurs, comment ils agissent sur ton site et du coup, de l'optimiser. Et ton taux de conversion, il va augmenter. White Bundle pour créer justement des offres. Et un thème Shopify. Je te conseille de mettre un petit billet de 200, 300, 400 balles au début pour avoir un bon thème. Tu es libre, tu as plusieurs sections, c'est cool. Si jamais tu veux encore plus de sections, tu installes Section Store. Chaque section coûte 8,50 € et tu peux en rajouter autant que tu veux sur ta boutique. Et c'est à vie. C'est pour ça que c'est un bon investissement, c'est parce qu'une fois que tu achètes un thème, tu l'as à vie. Donc c'est ça qui est cool. Je te conseille de suivre 2 personnes pour la création de site. Oliver Kenyon, il est expert en CRO, donc en taux de conversion, en optimisation du taux de conversion, pardon, en français. Et Carl Wish, pareil, c'est clairement lui qui m'a inspiré à faire étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le site. Okay. Donc ces 2 personnes-là sont très importantes, très fortes. Donc suis-les sur X, suis-les sur YouTube, etc. Maintenant, on va passer au testing. Donc, comment réussir son testing? La pire chose à faire, c'est déjà de même pas comprendre c'est quoi le but d'un testing. Le but d'un testing, c'est de valider un product market fit. En gros, ton produit sur son marché. Et le but, c'est que le gap entre ton produit et le marché, ça soit un succès. Okay. Pour ça, tu as 2 manières de tester. Soit en organique, soit en ads. Là, en fait, tu as 2 manières d'attirer du trafic sur ton site. En organique, c'est le fait d'attirer du trafic gratuitement sur ton site. En ads, c'est le fait d'attirer du trafic payant sur ton site. Donc, tu payes pour que les gens viennent. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Et en fait, suivant ces avantages et ces inconvénients, je te conseille de prendre cette décision. Parce que tous les gourous depuis 2017 te disent de faire de l'ads parce qu'ils ne connaissent pas l'organique, ou parce qu'ils l'ont jamais fait, ou parce qu'ils ont des croyances limitantes. Ils l'ont fait mais mal, du coup ils n'ont pas eu de résultat. Moi, je te conseille pas de faire de l'ads pour commencer, pour scaler. Alors, c'est le meilleur truc au monde, j'adore, je suis un amoureux de la publicité. Donc, ça serait bête de te dire de ne pas faire de l'ads. Mais si je te dis qu'il ne faut pas en faire, c'est qu'il y a vraiment des raisons pour le coup. Le testing en organique, en fait, ce qui est cool, c'est que c'est un échantillon d'audience qui permet de tester ton product market fit, donc ton PMF, entre guillemets. Tu vas le tester sur un échantillon de personnes. Le but, c'est, on s'en fout qu'il y ait 10 000 personnes qui viennent sur ton site dès les premières 24 heures. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut juste savoir sur un petit échantillon d'audience, donc sur un petit échantillon de ta cible, si ils sont réceptifs et si on rencontre un succès. Donc, un échantillon d'audience permet de valider le product market fit. L'organique, c'est superbe. Monter en compétences gratuitement, parce que ce qui est cool en organique, c'est que tu vas créer un compte TikTok, un compte Insta. Je vais t'expliquer comment faire juste après. Et tu vas monter en compétences sans rien payer en retour. C'est gratuit. Pour moi, ça, franchement, c'est l'argument qui est imbattable. C'est gratuit pour tester. Et tu as une compréhension qui est abyssale des algorithmes, comment ils fonctionnent, de ta niche, de ton audience. C'est-à-dire que tu comprends mieux ton business et dans quoi tu mets les pieds. Tu comprends mieux la création de contenu, donc tu montes en compétences et tu fais des meilleurs contenus jour après jour, tu es meilleur que la veille. Tu ne dépenses rien et tu génères de l'argent. Make sense. Pour moi, il n'y a pas de débat. Le testing en ads,
T'as pas les compétences pour créer des ads rentables. T'as pas le budget parce qu'il faut un budget conséquent à prévoir pour faire de l'ads correctement. Tu l'as pas. T'as aucun recul sur les datas publicitaires, ce qui fait que tu vas mal les analyser, tu vas prendre des décisions trop longues, trop lentes, et du coup tu vas perdre du temps. Enfin, tu peux pas prendre des décisions rapidement, efficacement et correctement parce que t'es pas assez bon, parce que t'as pas assez de maturité dans le business. Pour toutes ces raisons-là, et il y en a encore une ribambelle, ne faites pas d'ads. C'est pas parce que un tel vous l'a dit qu'il faut le faire. Si derrière il n'y a pas des arguments qui sont tenables, ne le faites pas. Là, vous avez des bons arguments. Et ces arguments-là, vraiment, c'est juste pour vous préserver de ne pas perdre de l'argent, pas perdre du temps, pas perdre de l'énergie. Okay. Disclaimer, en organique, tu n'es pas obligé de montrer ta tête. Il faut vraiment partir du principe que l'organique, c'est la même chose que l'ADS. C'est la même chose, c'est juste que c'est gratuit. Mais c'est la même chose. Si quelque chose marche en organique, ça marchera en ads. Donc si c'est rentable en organique, c'est rentable en ads. Sauf que là, tu testes tes publicités gratuitement, à la place de mettre de l'argent et avancer dans un brouillard sans même savoir si c'est rentable ou pas. Donc vraiment, et si ça marche en ads, sache que ça marchera en organique. C'est la même chose, vraiment, part de ce principe-là. Comment ça fonctionne? Tu crées un compte TikTok, tu crées un compte Insta. Simple, efficace. Sur tes comptes, tu mets le b.a.-ba pour quand même que ça soit un compte qui paraisse professionnel. Tu mets un beau logo, tu mets ton nom. Si jamais tu ne le trouves pas, tu rajoutes un .fr, .com, .officiel, ce que tu veux. Le b.a.-ba de la bio, c'est 3 phrases. Ce que tu fais, pourquoi tu es différent, pourquoi te faire confiance. Directement le lien vers la page produit de ton site. Des stories la une avec de la social proof, de l'unboxing, ton histoire, FAQ, photo de ton produit en lifestyle. Ensuite, tu fais 3 posts épinglés, social proof, avant-après de ton produit, genre transformation, comment l'utiliser, etc. Et pourquoi il est efficace, en fait, ton produit. Pareil, tu peux t'inspirer de toutes ces marques-là. Ensuite, tu fais de la veille de contenu, mais c'est ultra simple surtout de faire de l'organique. C'est pour ça que ça va te permettre de faire tes premiers 10 000 euros. Tu fais une veille de contenu qui t'inspire, donc tu vas sur TikTok, par exemple, baume à lèvres. Tu tapes sur les 6 derniers mois, tu vas taper baume à lèvres et tu vas le taper aussi en anglais, le nom de ton produit ou de ta niche, lip balm. Tu n'es pas obligé de taper le nom de ton produit, tu peux aussi taper juste le nom de ta niche pour avoir un contenu général. Et ensuite, chaque contenu qui a atteint le succès, par exemple, lui, 153 j'aime, on s'en fout. Par contre, ça, 224 000 j'aime, ça, on met de côté, tu vois. 277 j'aime, on s'en fout. 64 000 likes, on met de côté. Et en fait, tu vas te créer un document Notion. Moi, je le mets à disposition de tous les élèves. Là, tu vas mettre le concept, donc en gros du contenu. En fait, chaque contenu, tu vas le décortiquer. Donc, tu vas commencer à développer quand même des vraies compétences. Tu vas décortiquer le concept qui a été testé. Donc, comparaison, fond vert, UGC, un hack, un réponse aux commentaires ou quoi que ce soit. Tu vas décortiquer l'angle marketing. Est-ce que la personne elle met en avant le fait que le baume à lèvres il soit healthy, donc en gros il y ait des bons ingrédients et il soit de bonne qualité. Est-ce que la personne elle met en avant que le baume à lèvres il hydrate correctement? Est-ce qu'elle met en avant le fait qu'il ait une putain d'odeur, un bête de goût? Voilà. Est-ce qu'elle met en avant le fait que grâce à ça, tu as des belles lèvres? Donc en gros, tu décortiques l'angle marketing qui est mis en avant. Tu décortiques la psychologie. Est-ce que la vidéo a été tournée pour vraiment mettre en avant une peur, une douleur, un bénéfice produit, de la curiosité, de l'envie, de l'amour, ce que tu veux? Tu décortiques le persona. Est-ce que ce qu'on a à faire là, le persona à qui on a affaire, c'est une femme skincare addict entre 18 et 25, un homme 25-35, donc tu décortiques le persona. Tu décortiques le produit qui est mis en avant et le type de visuel qu'on a. Et après, tu peux mettre le lien directement vers le contenu. Tu fais ça durant 24 heures, tu en mets 50 de côté. Et après, c'est très simple. Tu vas voir qu'à chaque fois, c'est les mêmes choses. Les vidéos qui cartonnent, c'est les mêmes concepts, les mêmes anglais marketing. Et en fait, tu vas le reprendre. Tu vas refaire. Tu n'es pas obligé de montrer ta tête. Si jamais tu as envie de faire créer ton contenu par un pote à toi ou quelqu'un de ta famille, let's go. Si toi, tu n'as pas envie de le créer toi-même, sache que c'est encore mieux parce qu'au moins, tu montes en compétence. Mais sinon, tu trouves quelqu'un sur les réseaux via de l'affiliation qui peut le faire, via une UGC. Comme ce que tu ferais en ads. C'est la même chose que l'ADS. Et ensuite, du coup, tu publies un contenu par jour minimum. Nous, là, c'est par exemple un compte d'un élève que j'accompagne qui vient de commencer. Enfin, tu vois, on n'a pas de mal à directement faire 150 000 vues dès la première vidéo et au bout de la 6e, 2 millions de vues. On n'a pas de mal à faire ça. Et sinon, on fait à peu près quelques milliers de vues. Vraiment, c'est très simple quand tu comprends la logique des algorithmes et la compréhension humaine. C'est ultra simple. Vraiment, c'est un jeu d'enfant. Tu fais un contenu par jour et ensuite, tu analyses tes contenus toutes les 24 heures.
Donc en gros, suivant le résultat qu'il y a eu, qu'il soit mauvais, moyen, bon, tu vas décortiquer le format que tu as testé, l'angle que tu as testé, le persona, le produit. Et en gros, tu vas voir qu'à chaque fois, au fur et à mesure de faire ça, tu vas mieux comprendre les vidéos qui sont performantes dans ton compte, les vidéos qui ne le sont pas, les vidéos qui le sont moyennement. Et du coup, tu vas décortiquer via cette équation à succès. Ça va te permettre de capitaliser uniquement sur ce qui fonctionne. Et du coup, tu vas faire que ce type de contenu tous les jours. Tu vas monter en compétence et ça, c'est insane parce que c'est ce qu'il te faut. Quelqu'un qui monte en compétence, qui est compétent, prend les bonnes décisions. Quelqu'un qui prend les bonnes décisions, met en place les bonnes actions. Et quelqu'un qui met en place les bonnes actions a les bons résultats tout naturellement. Donc voilà, tu vas monter en compétence gratuitement. Et une fois que tu vas réussir, et ça c'est vraiment, en vrai, dès le premier jour, tu peux y arriver. Dès que tu vas générer 3-4 ventes par jour depuis 10 jours d'affilée, là, on estime que tu as un product market fit qui est validé. Un peu comme ça. Par exemple, avec des élèves, là, on a commencé le testing. Boum, dès le premier jour, c'est parti. On a fait quasiment 1000 balles en 24 heures. Grâce à de l'organique. Mais pourquoi? Ce n'est pas des résultats anodins. C'est des résultats qui sont dus avec tout ce travail qu'on a fait en amont, sur le positionnement, sur le site. Enfin, c'est mérité, c'est logique ce genre de résultats. Il y a le bon produit, il y a tout. Tu vas les avoir, ces résultats, si tu fais bien toutes les étapes précédemment. Et du coup, là, tu vois, on a eu des résultats et après, on est tourné à peu près à 250 € par jour. Et du coup, voilà, à partir de là, c'est validé. Et let's go, on scale en ads. Maintenant, attention, scaler en ads, il y a quand même certaines conditions à respecter qu'on va voir. Tu vois, donc c'est très simple pour le coup, l'organique. C'est la même chose que l'ads, mais c'est gratuit. C'est bon, je leur fais une histoire, arrête de faire de l'ads, fais de l'organique. Et vraiment, vous sous-estimez à quel point vous faites confiance et vous écoutez des gens qui s'y connaissent zéro en organique, qui ont écouté des gens dire ça et qui pensent que ça se passe comme ça. Les gens n'ont jamais fait d'organique et ils donnent quand même leur avis. Donc quand même, moi ça fait 3 ans et demi que j'en fais, c'est insane, c'est la meilleure chose à faire. Et ça me fait chier quand je vois des débutants commencer en ads et perdre leur argent et pas comprendre pourquoi. Et que c'est complètement logique, fais de l'orga. Genre quand tu vois les résultats des gens avec qui je suis, que j'accompagne, qui partent de zéro, c'est insane. Donc tu fais ça. Et dès que tu fais de l'organique et que tu commences à avoir du résultat, le but d'un scaling, c'est de grossir à grande échelle, c'est de te développer à grande échelle. C'est ça le scaling. Les conditions pour scaler, il y en a. Si tu les as pas, scale pas parce que ça veut dire que c'est trop tôt ou c'est pas dans les bonnes conditions que tu vas scaler. Et la pire chose qui pourrait t'arriver, c'est que tu es en train de scaler et tout est en train de se casser la gueule parce que tu as mal fait les choses. Là, c'est ton business qui va prendre cher. Donc, il faut que tu aies un taux de conversion qui est de minimum 1,5% de taux de conversion. Au moins, là, on estime que tu as un site qui convertit. Il faut que tu aies des formats qui soient performants en organique. Donc, tu aies quand même des formats qui font des stats pour que tu puisses les reprendre. Parce qu'en fait, bon, tu verras, je vais t'expliquer, mais on va juste reprendre les formats en organique qui ont bien marché. Ça va être nos ads. C'est juste ça. Il faut que tu aies un stock produit. Donc, c'est là où tu vas faire la transition AliExpress agent. Et il faut que tu aies 1500 € de budget à prévoir. Mais vu que tu as fait 250 € à peu près par jour depuis 10 jours, tu les as, les 1500. Avec du 80% de marge, t'inquiète pas que tu vas te mettre pas mal d'argent dans ta poche. Et les pires erreurs de scaling, c'est scaler trop tôt. Genre, tu n'as pas de product market fit, tu penses en avoir un, tu scales. Non. Tu as un budget qui est insuffisant, tu scales avec à peine 500 balles. Enfin bref, non, non, s'il vous plaît. Scaler avec AliExpress, non, trop risqué. Scaler avec un site qui ne convertit pas, tu rediriges tout un trafic sur un site qui n'est pas bon. Donc voilà. Tu setup ton compte proprement, donc ton pixel, ton API de conversion. Bref, il faut que ça soit bien setup parce que même si tu arrives avec des bonnes créas, même si tu arrives avec une bonne optimisation du taux de conversion, avec une bonne expérience cliente, si ton management de ton compte il n'est pas bon, c'est ciao. C'est 20% de ta performance, hein, ça reste 20%, voire 10%, mais c'est quand même un 10% qui est obligatoire. Donc regarde une vidéo YouTube d'un Américain, Facebook Ads Manager, tutoriel, fin de l'histoire. La stratégie 10K par mois avec l'Ads, très simple. Tu simplifies et tu diversifies les créas que tu testes. Un nouvel algorithme vient de naître chez Meta, Andromeda, et c'est comme ça qu'il fonctionne. Simplifier, diversifier. Point de l'histoire, c'est les 2 mots d'ordre. Tu fais 2 campagnes seulement. Une campagne pour tester des nouvelles créas toutes les semaines, et une campagne pour scaler les créas qui ont bien marché. Tu fais une campagne de testing en ABO. C'est-à-dire que c'est toi qui vas gérer le budget. Tu vas passer le budget, tu vas dire à Meta, voilà, tu vas le gérer de cette manière-là. Pour que tu montes en compétence, pour que tu comprennes comment ça fonctionne, ta campagne de testing en ABO. Ok ? Tout est en brode. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de ciblage précis. Tout est en brode. Tu laisses Facebook faire ça. Tu fais 2 ad sets dans ta campagne de testing, donc 2 ensembles de publicités. Ok ? Tu vas en tester toutes les semaines 2 nouvelles. Et dans chaque ensemble de publicités, tu vas mettre 8 créas par ad set. Ok ?
Très important. Et dans les 8 créas, il y aura une diversité. Chaque créa est complètement différente. Tu as des images, des vidéos. Dans les vidéos, tu as des UGC et des vidéos produits et des Founder Story. Et dans les images, tu as des images produits, des images de l'offre. Tu testes vraiment des créas différentes. Pareil, ça passe par une veille à faire des top marques que je t'ai mises à disposition pour voir eux comment ils font. Et tu t'inspires, c'est que de l'inspiration. Et ensuite, tu reprends le tunnel de vente. Tofu, mofu, bofu. Top of funnel, c'est le haut de ton tunnel. Middle of funnel, bottom of funnel. Et du coup, dans les 8 créas par adset, dans les 8 créas, par exemple, il y en a 2-3 qui sont tofu, 2-3 qui sont mofu, 2-3 qui sont bofu. Et dans les 2-3 tofu, il y a de la vidéo, de la photo. Enfin non, en vrai, que de la vidéo pour du tofu. Mofu, il y a photo-vidéo. Bofu, il y a quasi que photo et tu peux mettre aussi de la vidéo. Là, tu as une diversité. Et en fait, tu vas pas analyser la créa. Les créas winners, ça n'existe plus. Maintenant, c'est l'adset winner. C'est l'écosystème winner. C'est comme ça que ça fonctionne sur Andromeda. Donc, ta manière d'analyser les madsets, c'est plus micro, c'est macro. Tu vas analyser les statistiques et les performances sur l'adset, sur les adsets que tu vas tester. Si tu vois que l'adset, il est performant, il a un coût par acquisition qui est faible par rapport à ton break-even, il a un ROAS qui est élevé, là, tu vas reprendre l'adset et c'est celui-ci que tu vas scaler. Tu scales l'adset, tu ne scales pas les bonnes créas qui sont dedans, tu scales l'adset. Même si à l'intérieur, tu as des créas qui sont mauvaises, le fait qu'elles soient mauvaises, c'est ces créas mauvaises qui permettent d'avoir des bonnes créas, très généralement. Et un débutant, ça, il ne sait pas. Non, donc ça, il faut le prendre en compte. Tu scales l'adset, si jamais tu as des résultats qui sont moyens, tu rentres là dans l'adset et tu regardes ce qui est mauvais, ce qui est bon. Et les mauvaises créas, tu vas tenter de les enlever et d'en rajouter des bonnes en gardant celles qui sont déjà bonnes ou moyennes dans les stats. Et tu vas relancer l'adset encore une semaine. Si tu as des mauvais résultats, tu coupes, tu analyses l'adset et les créas, tu pars de ça, tu analyses pour ne pas refaire et tu refais en étant meilleur que la veille. Quand tu scales tes adsets, tu les mets en campagne ASC+. Tu gères pas le budget, tu gères rien du tout, tu mets, c'est Facebook qui s'en occupe et tu augmentes le budget. Tu l'augmentes au fur et à mesure des stats. Je te conseille de tester chaque adset sur 4 à 5 jours, pas sur 2-3 jours, même sur 5 à 6 jours pour commencer, parce que ton budget, tu vas avoir des limites au début de 47, 46, 50 euros par jour. Donc, tu ne peux pas te permettre de juste analyser sur à peine 200 euros dépensés. Donc, teste sur 5 jours, teste des adsets, analyse l'adset en lui-même, et voilà. Tu n'y es toujours pas, bien sûr, tu as du chemin avant d'y arriver, mais c'est comme ça que tu vas réussir à avoir les 10K. Et même avec cette manière-là, tu vas réussir à avoir tes premiers 100 000 balles, pour le coup. Mais là, c'est vraiment juste un dixième de ça. Donc ça, tu vas réussir, à l'atteindre avec tout ce que je viens de te dire pour créer ta première marque e-commerce rentable, stable, long terme. Si jamais tu es intéressé pour bosser avec moi, je serais potentiellement intéressé de bosser avec toi si jamais tu es motivé, tu es déterminé, tu as envie d'investir sur toi-même et tu aimes bien la méthode, tu as envie de la suivre. Écoute, c'est avec grand plaisir de faire un appel avec toi. Check le lien qui est en bio, réserve ton appel le plus rapidement possible pour pas qu'on perde de temps parce que le temps est la ressource la plus précieuse. On se retrouve de l'autre côté. Merci à vous les amis, regardez mes autres vidéos si jamais vous êtes intéressés. Ciao.